Et salut à tous, salut Geoffrey. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo concernant le phosphore en chimie organique. Alors, je veux juste vous dire que j'ai un nouveau setup, encore une fois, qui risque d'être un peu tremblotant de ce que j'ai pu voir. Donc, à des moments, quand je vais écrire, on risque d'avoir des petites tremblotes. J'espère que ça sera pas trop dérangeant. Si ça l'est, je m'en excuse. J'essaierai de faire en sorte de trouver quelque chose de mieux pour la prochaine fois. Mais comme la prochaine fois, ce sera pas chez moi, je pense que j'aurai pas beaucoup mieux que le setup que j'ai actuellement. Et donc, je sais pas si je pourrais vraiment améliorer tout ça. En tout cas, je vais essayer de faire ce que je peux. Aujourd'hui, donc dans tous les cas, on va parler du phosphore en chimie organique. C'est l'objectif du jour. Et je vais essayer de faire un tour relativement exhaustif de plein de réactions qui met en jeu du phosphore. Alors évidemment, je dis relativement exhaustif, mais dans les faits, je sais pas parce que le phosphore reste un élément qui m'a été introduit il y a relativement peu longtemps. Donc j'ai peut-être raté des trucs. C'est la première chose sur laquelle je voulais revenir. Et enfin, ici on va s'intéresser au phosphore purement en chimie organique et pas eh bien, dans des réactions complexes par exemple. Donc tout ce qui est ligand à base de phosphore, c'est des choses qu'on ne verra pas. Voilà. Et je vais également sûrement faire plusieurs parties parce que j'ai envie de raconter des choses sur pas mal de réactions et je ne sais pas si j'ai envie de faire une vidéo de 1h30, donc je ferai sûrement plusieurs parties. Bah déjà il faut commencer donc, par parler un peu du phosphore. Évidemment, il faut commencer par essayer d'esquisser un petit peu ce que peut être sa réactivité. Donc pour ça, ça peut être cool pour essayer de un peu deviner ça, de se poser la question d'où est-ce que ça se trouve au niveau du tableau périodique des éléments. Donc si jamais vous avez le carbone qui est ici, vous avez l'azote, vous avez l'oxygène. Le phosphore, on sait que son numéro atomique, ça va être 15. Donc en fait, je vous laisse faire un léger calcul, ça va être en dessous de l'azote. Donc à côté du soufre qui est à 16 et à côté du silicium, c'est le pire S que j'ai jamais fait de ma vie, à côté du silicium qui est à 14. Donc on sait, puisque du coup c'est une réactivité donc semblable à celle de l'azote, puisque c'est justement dans la même colonne que l'azote que ça va avoir une réactivité semblable à celle de l'azote. Ok. Il y a un deuxième truc qu'il faut qu'on prenne en compte pour comparer tout ça, ça va être les histoires d'électronégativité, de rayons de valence, tout ça. Alors je vais surtout ici montrer les électronégativités. Je vais rappeler quelques électronégativités classiques. Le carbone c'est vers 2,55, ça a l'air de vibrer beaucoup, j'espère que c'est pas trop gênant. L'azote évidemment c'est vers 3. L'hydrogène c'est vers 2,2. C'est les électronégativités assez classiques. Alors carbone, hydrogène, c'est parce qu'on fait de la chimie organique, donc on va beaucoup tomber sur des carbones et sur des hydrogènes. Et l'électronégativité de l'azote à 3, on va pas très bien, c'est pas un très beau 3. C'est parce que justement on est dans la même colonne que le phosphore. Le phosphore, on peut se demander où est-ce que c'est vis-à-vis de ces électronégativités-là. Et en fait, c'est vers 2,2. Donc c'est vraiment bas. On voit que c'est moins électronégatif que le carbone, on voit que c'est le même niveau que l'hydrogène. C'est vraiment très bas, et du coup, on va avoir une propriété très intéressante qui va sortir du coup des deux éléments que je viens de donner ici. C'est le fait que déjà, le fait qu'on soit dans la même colonne que l'azote, ça fait qu'on a la même configuration électronique que l'azote. Alors évidemment, avec une période de plus, hein, mais qu'on a la même configuration électronique. Donc on va globalement avoir, de manière générale, 5 électrons autour du phosphore. Donc 5 électrons, ça peut être 3 liaisons plus un doublé non liant. Ou ça peut être 3 liaisons simples et une liaison double. Alors ici, on a le droit à 3 liaisons simples plus une liaison double, ce qu'on ne peut pas faire avec un azote classique, parce qu'ici, le phosphore peut être hypervalent, puisqu'il appartient à la troisième colonne. Ok. Alors évidemment, cette forme, elle nous intéresse a priori pas tant que ça, en fait, on va voir qu'elle est intéressante. Cette forme, par contre, elle est très intéressante. Pourquoi? Parce que sur cette forme, on a la présence d'un doublé non liant. Et si vous vous souvenez ce que j'ai dit dans la vidéo où je parlais des azotes, je disais qu'un bon nucléophile, c'était un truc qui avait un doublé non liant, ça c'est la condition nécessaire. Mais qu'en même temps, il n'était pas du tout il n'avait aucun problème à donner ses électrons. Et donc en fait, ne pas avoir de problème à donner ses électrons, ça veut dire être très peu électronégatif. Autrement dit, n'importe quoi qui est un doublé et qui est très peu électronégatif va être extrêmement nucléophile, et c'est justement le cas du phosphore. Qui du coup, si jamais l'azote était plus nucléophile que l'oxygène, parce qu'il était moins électronégatif que lui, tout en ayant quand même des doublés, 2 pour l'oxygène, 1 pour l'azote, mais 1 ça suffit, et bien le phosphore avec la même logique va l'être encore plus, parce que lui également a un doublé, et en revanche, il est encore vraiment moins électronégatif, il est même moins électronégatif que le carbone. C'est donc le premier truc qui est cool. De cette nucléophilie exacerbée, on va pouvoir en tirer pas mal de réactions, puisque du coup le gros avantage c'est qu'il va donc pouvoir filer se doubler extrêmement facilement. Malgré tout, j'ai quand même dessiné cette forme, c'est pas pour rien que j'ai dessiné cette forme, parce qu'en fait, il y a une dernière chose qu'il faut qu'on prenne en compte avec le phosphore, ça on peut pas le deviner, c'est l'affinité qu'a le phosphore avec l'oxygène. Donc l'affinité phosphore-oxygène est très très grande. Ça se traduit par quoi? Ça se traduit par des énergies de liaison phosphore-oxygène qui sont très importantes. Donc on peut d'abord s'intéresser à une liaison simple, phosphore-oxygène. Alors ça c'est les valeurs que j'ai trouvées, hein. En moyenne, on est autour de 360 à 500 kJ par mol. Donc on voit que c'est quand même fort pour une liaison covalente. Et si on s'intéresse à la liaison double, phosphore-oxygène, alors c'est encore mieux. Parce qu'on est sur du 575 kJ par mol. Et du coup, vous voyez peut-être l'intérêt d'avoir représenté cette forme-là. C'est qu'en gros, cette forme-là va être particulièrement stable
lorsqu'on va avoir ici une double liaison PO. Et du coup, là, on commence un peu à pouvoir esquisser en gros la réactivité classique que va avoir le phosphore. C'est-à-dire que dans la majorité des réactions qu'on va avoir, on va partir d'un phosphore trivalent avec un doublé non-liant. Ce doublé non-liant va être donné à une molécule, puisque du coup, le phosphore va attaquer comme un nucléophile cette molécule. Et ensuite va s'enchaîner une suite de réactions dans laquelle le phosphore va venir partir sous la forme de P avec une double liaison O. Ok, super. Ça va être un peu la base de la chose. Alors du coup, pour ça, je vais prendre une première réaction d'exemple. Je vais prendre la réaction de Appel. Pour ça, je vais commencer par essayer de vous donner d'abord le bilan, ensuite d'esquisser un peu ce à quoi pourrait ressembler un mécanisme, et ensuite d'essayer du coup de remettre toutes les pièces dans l'ordre et de vous donner le mécanisme complet. Alors la réaction d'Appel, vous partez d'un alcool, et vous obtenez, alors ici on va dire un dérivé iodé. Pour ça, vous calez du diode, qui va donc servir de source de iode, vous calez du Pfi3, donc et bien du coup un phosphore qui a cette tête-là, et vous allez caler une base faible. Donc moi par exemple je vais mettre de la triéthylamine. Alors remarque, la triéthylamine c'est peut-être trop nucléophile, donc je vais peut-être caler plutôt de l'imidazole. Bon, en gros une base faible, pas trop nucléophile. Ok. À partir de là, vous avez tout ce qu'il faut. Alors évidemment, l'intérêt, faire ça en ça, c'est des choses que globalement on sait faire. Hein, c'est une SN2. Ici en plus, il n'y a même pas de descripteur stéréochimique. En fait, si jamais il y avait des descripteurs stéréochimiques, comme eh bien, on va faire une SN2. En pratique, ça viendrait juste à faire une SN2 sur ce composé-là. Et du coup, faire une SN2 sur ce composé-là, facile. Hein. Il suffit simplement d'activer ça avec un chlorure de mésyle ou un chlorure de tosyle. Une fois qu'on a fait ça, on balance juste eh bien, du CUI et on vient de former du I. Donc on balance du I- dans notre action. Et puis boum, on fait une SN2. Alors évidemment, c'est super. Maintenant, on voit quand même qu'on utilise déjà un truc en 2 étapes, puisqu'on est obligé de faire une activation préalable. Et en plus, c'est quand même un petit peu coûteux. Enfin, c'est quand même un petit peu coûteux, non pas forcément. Mais en gros, on utilise des composés chlorure de mésyle, chlorure de tosyle, qui peuvent être un petit peu toxiques et pas génial à utiliser. On pourrait également essayer de se placer en milieu très acide avec du HI, mais ça, ce serait encore plus terrible, parce qu'on aurait dans tous les cas en fait, des conditions qui sont fortes. Là, l'intérêt, c'est qu'on a des conditions qui sont douces, on a un truc qui sort en une seule étape. En gros, c'est l'intérêt de la réaction. Alors bon, évidemment, le truc, c'est qu'on va devoir faire, on se doute bien, une SN2 à la fin. Alors, je vais commencer par essayer de faire un peu une ébauche du mécanisme, et après, on remettra tout dans l'ordre. Parce qu'en fait, c'est bien beau d'écrire des mécanismes et de les apprendre par cœur, mais ce qui est aussi très intéressant, c'est d'essayer de capter eh bien, un petit peu comment est-ce que les choses peuvent se faire. Pour ensuite pouvoir appliquer ça dans d'autres cas. Alors, bon, évidemment, donc on vient de voir que notre but final, c'est d'obtenir, en gros, ce truc-là. Donc un PWO, parce que ça va être très stable. Alors on se doute qu'on va obtenir PWO avec 3 phi. Autrement dit, que je vais écrire, désormais, PWO PFI3. Je vais pas m'embêter. C'est le truc qu'on a envie d'écrire. L'oxygène, évidemment, on se doute bien d'où est-ce qu'on va pouvoir le récupérer, c'est l'oxygène de l'alcool. Ok. Donc déjà, on voit en même temps que cet oxygène, du coup, bon, forcément, il a ces deux doublés non-liants. Ces deux doublés non-liants, ils étaient initialement présents sur l'oxygène. Donc en fait, on a brisé une liaison oxygène-H et on a brisé une liaison oxygène-carbone. Alors bien sûr, la liaison oxygène-carbone, pour la briser, on sait comment on l'a fait, hein, c'est avec le I- qui a attaqué. Et ensuite, pour briser la liaison oxygène-H, ça on va voir un peu plus tard. Enfin, en fait non, on sait qu'on a mis une base faible dans le nucléophile, donc on sait qu'on a l'imidazole qui va venir pouvoir attaquer. Le truc tout de même, c'est que, évidemment, on ne peut pas tout de suite attaquer avec l'imidazole. Si on attaque ici le H, déjà les pK marchent pas très bien, parce que ça, on a un alcoolate, on a une base forte, donc ça passe des protonés comme ça. Et en plus, le problème, c'est que, surtout, derrière, on va former un alcoolate au moins, et ça, du coup, c'est plutôt nucléophile qu'électrophile. Donc ça ne nous avantage pas beaucoup. Donc en fait, on voit qu'il faut déjà qu'on commence à former eh bien, des liaisons oxygène-phosphore. Il faut déjà qu'on commence à former ça. Donc on sait qu'à un moment, on va devoir utiliser l'oxygène qui va venir taper sur le phosphore. Il y a un dernier truc qu'on peut essayer de remarquer, alors ça limite, je vous le balance un peu comme ça, mais c'est un truc qui peut se comprendre à peu près bien, c'est qu'en fait, vous voyez cette espèce-là, on a dit qu'elle était vraiment très stable. Du coup, qu'est-ce que vous pensez de cette espèce-là? En fait, cette espèce-là, ça va être un ultra bon électrophile. Ultra bon électrophile, bien sûr, sur ce carbone-là. Pourquoi? Parce que du coup, vous avez un super groupe partant. Vous avez une espèce qui est super stable. Et un super groupe partant, c'est justement un truc qui est très stable quand il est tout seul, quand il est par lui-même. Donc en fait, là, vous avez un méga bon groupe partant. Et du coup, en fait, l'objectif, globalement, puisque ici, parce que l'objectif global d'interaction, c'est d'utiliser une électrophilie qui est de base pas ou folle sur un alcool, en fait, on va essayer de passer à cette forme-là, qui en gros ressemble pas mal à une forme qu'on est censé obtenir avec le produit, hein, c'est-à-dire qu'on va obtenir ici du coup un PJ3 double liaison O, et en même temps, comme ça on a une forme qui est très activée.
Donc on va essayer de passer par quelque chose comme ça. Parce qu'évidemment, si on passe par quelque chose comme ça, on n'a plus que du I- à caler, et notre I- il attaque, il fait une SN2, et on est très content. Si on passe, alors évidemment, cette formule-là, on peut l'écrire de deux manières différentes, par mésomérie. Vous pouvez l'écrire comme ça, et mettre la charge sur l'oxygène, ou l'écrire comme ça, et mettre la charge sur le phosphore. Dans les deux cas, c'est à peu près similaire. Ici, dans tous les cas, vous avez un carbone qui est électrophile, parce que si jamais ici le doublé sera bas, vous obtenez un O- qui peut ensuite derrière venir former ce composé-là. Alors, l'écriture de ces deux formes se justifie. Celle-ci se justifie par le fait que le phosphore est moins électronégatif, donc c'est mieux s'il porte la charge positive. Celle-ci se justifie par le fait qu'une double liaison PO a plus d'énergie qu'une liaison simple PO. Donc là, vous avez une forme qui est plus stable a priori. Donc bon, les deux formes, vous voyez qu'elles se justifient. Moi, je vais globalement écrire celle-là, mais c'est purement parce que j'ai appris à écrire celle-là. Dans les faits, celle-ci est tout aussi juste. Voilà. Bon, alors évidemment, les mésomères, donc c'est la même molécule, mais je veux dire, il n'y en a pas une qui est fondamentalement beaucoup plus stable que l'autre. Ok, alors ça c'est super. Le fait est que bon, nous malgré tout, on n'a pas un truc qui est parfaitement comme ça non plus. Parce que dans les faits, enfin plutôt initialement, on a juste un PFI3 et on n'a pas du tout cette double liaison phosphore-oxygène. Du coup, ce qu'il faut, c'est qu'il faut la créer, cette double liaison phosphore-oxygène. Et puis, il y a un autre truc qu'il faut qu'on regarde, c'est qu'ici, on voit qu'on a un hydrogène qu'on a pu arracher par il y a un imidazole. Alors, si on a pu arracher un hydrogène par un imidazole sur un alcool, c'est qu'en fait, on se doute qu'on n'a pas commencé par arracher et qu'ensuite, une fois qu'on avait notre alcoolate a attaqué, mais on se doute qu'on a plutôt attaqué avec l'alcool, et une fois qu'on a attaqué avec l'alcool, l'imidazole a pu donc arracher l'équivalent de notre alconium. Donc, en gros, on est passé par ce truc-là. Comme ça, on avait un oxygène qui était chargé positivement, et là, la base faible va pouvoir tranquillement venir arracher CH. En gros, c'est l'objectif. Alors évidemment, si jamais du coup le H arrache, donc là on voit qu'on a une liaison simple OP, donc cette liaison simple OP, en fait ça veut dire que si je prolonge un petit peu ce que j'avais initialement, évidemment j'ai mon PFI3, donc j'avais certainement un truc qui ressemblait plutôt à ça. Super. Sauf que du coup, si j'ai une charge positive ici sur l'oxygène, c'est que je devais probablement avoir une charge positive avant sur le phosphore. Sinon, c'est que j'avais une charge moins sur le phosphore, mais du coup, c'est bizarre. Alors ça, c'est juste un dé de transfert de charge. Hein, c'est le fait qu'en gros, ici, on voit que j'ai réalisé une attaque eh bien, avec l'oxygène sur le phosphore. Et puisque mon oxygène passe par une étape chargée positivement, c'est que l'un de mes réactifs était chargé positivement. C'était pas mon oxygène, c'était sur mon phosphore. Donc j'avais un phosphore qui était chargé positivement. Donc ça, si je fais une flèche de rétrosynthèse, c'est que j'avais ça. Plus ce truc-là. Chargé positivement. Or, un phosphore chargé une fois positivement, c'est un phosphore qui fait 4 liaisons. Là, il en fait 3 avec les 3 PFI3. Donc, il faut qu'il fasse une liaison avec un truc en plus. Et quel est le dernier truc qu'on n'a pas utilisé? C'est le I2. Et en plus, du coup, c'est vachement bien, parce que si jamais je fais une liaison I comme ça, j'ai bien un phosphore qui est chargé plus. Ça veut également dire que du coup, j'ai en fait un I- dans mon milieu. Super. Et ce I-, c'est vachement cool qu'il soit là, parce que j'en ai besoin un peu plus tard pour attaquer. Du coup, en fait, là, je viens en gros de... Alors, je vais remettre les pièces dans l'ordre, mais en gros, là, on vient de trouver tout le mécanisme, d'élucider tout le mécanisme, simplement en... Alors, j'abuse un peu, mais simplement en gros en remarquant que cette forme-là est particulièrement stable, et que du coup, ce truc-là ferait un vachement bon dernier intermédiaire réactionnel. Alors, pourquoi? Donc, je vais essayer de faire un rapide récap, et après, on va faire toute la réaction dans l'ordre. En gros, l'idée, c'est du coup de se dire que ce truc-là est vachement bien, parce que là, on a un carbone qui est super, super électrophile, avec là, un des meilleurs groupes partants. Pourquoi est-ce qu'on essaie d'avoir ce groupe partant particulier? Parce que ça, c'est super stable, donc on va former ce truc-là. L'idée, c'est que du coup, juste avant, comme on voit qu'on avait arraché un H sur cet oxygène, on se doute qu'on avait cette espèce-là. Or, si du coup on avait cette espèce-là juste avant, c'est qu'en fait, globalement, cette espèce, elle ressemblait à ça. Alors en fait, du coup, on a vu qu'on avait un I ici en plus, et qu'on n'avait pas encore élucidé avant. Donc on avait en gros une liaison entre la phosphine et l'oxygène. Cette liaison entre la phosphine et l'oxygène, elle provient d'une phosphine électrophile et d'un oxygène pas chargé, enfin du coup d'un alcool pas chargé. Et du coup, si on avait une phosphine qui était électrophile, donc chargée une fois positivement, c'est qu'elle avait fait une seule liaison. Comme en plus on a besoin d'un I- derrière, cette liaison elle était forcément faite avec un I+, enfin du coup avec un I. Et donc là, on a tout ce qu'il faut. Parce qu'à partir de là, on n'a plus qu'à regrouper les morceaux. Pourquoi est-ce qu'on n'a plus qu'à regrouper les morceaux? Parce que du coup, globalement, notre réaction, donc on vient de dire qu'on avait début de notre PFI3 qui était extrêmement nucléophile. Alors ça, on peut également, donc on a vu qu'il allait attaquer I2. Alors on peut se demander si I2 c'est extrêmement électrophile du coup. En fait ouais, ça va être le meilleur électrophile qu'on va avoir dans le milieu. Parce que de toute manière, on a une base faible qui n'est pas électrophile, et on a un alcool qui n'est pas très électrophile non plus. On a d'autres phosphores qui ne sont pas très électrophiles non plus. On peut réaliser ce genre de choses. Ce qui va donc conduire par une SN2 à un I- plus un PFI3I. À partir de là, on vient de former un phosphore qui est électrophile. Du coup, ce phosphore électrophile, on va pouvoir attaquer dessus avec un oxygène, parce que notre but, c'est de former des liaisons phosphore-oxygène.
On va avoir notre alcool qui va venir attaquer sur notre phosphore électrophile. A priori par addition nucléophile. Alors bon, j'ai rien mis renversable, techniquement tout est renversable. Par addition nucléophile. Phi3. I. Super. Ensuite avec l'imidazole, juste écrire B, on va avoir eh bien, des protonations du coup de ce H là. Alors en fait on peut même se douter que, hop, je vais écrire mes flèches. On peut même, du coup ici, moi je vais rabattre ça sur le phosphore parce que j'aime bien. Et du coup l'équilibre eh bien sous-entend qu'on n'a plus l'iode ici qui est attaché au phosphore. Pourquoi? Parce que l'équilibre qu'on avait écrit juste avant, l'équilibre qu'on a écrit derrière, qu'on a écrit là, sous-entend qu'on peut écrire cette forme-là. Et donc cette forme-là, pour pouvoir l'écrire, bah, il faut qu'on ait juste un phosphore qui soit trivalent. Enfin en tout cas qui ait 3 liaisons, enfin qui soit lié à 3 atomes, outre que l'oxygène. Du coup il faut que le I dégage, donc je vais faire dégager le I à cet endroit-là. Ok. Donc là en fait on va avoir une élimination. Alors donc là techniquement du coup on a une acide base plus une élimination. On va donc obtenir un truc comme ça. Plus notre imidazolium. Et notre I-. Je me disais que j'avais un problème de charge. Et ensuite à partir de là, bah, du coup on a juste I- qui va venir attaquer par SN2. Une petite SN2. Et on a ce qu'il faut. À savoir notre dérivé iodé. Super. C'était la réaction de Appel. Top. Alors en fait des réactions avec ce genre de mécanisme, on en a plusieurs. L'idée, donc on voit qu'en fait à chaque fois ça va être d'essayer de former... Ah oui, pardon, un dernier truc que je voulais dire ici, pardon. C'est d'essayer de regarder un petit peu ce qui arrive au doublé de ce phosphore. En fait, parce que évidemment on voit qu'ici le phosphore il a perdu son doublé. Ici. En fait, ici, le doublé il a été transféré bien aux iodes. Parce que du coup, c'est en gros une deuxième mécanique qu'on va avoir avec le phosphore, qui est une mécanique un peu sous-jacente. C'est qu'en gros, à chaque fois, puisque notre phosphore n'est pas très électrophile, pas très électronégatif, mais très nucléophile, il va venir en gros à chaque fois venir donner son doublé à une molécule, puis en gros lui laisser son doublé pour partir en P+. Là, in fine, on voit que globalement, on a coupé ça en O-, on a coupé ça en P+, et puis du coup, on a formé un R+, et des I-, et le I- attaqué sur le R+. Je sais pas si c'est clair, peut-être que ça aidera des gens. En tout cas, moi, ça m'aide un peu. On voit qu'ici, globalement, du coup, le doublé, il est parti sur l'iode. Et ensuite, ce doublé, qui est du coup initialement le doublé du phosphore, qui du coup, actuellement, ici, est la liaison phosphore-iode, et bien en fait, on voit que ce doublé, ici, il repart sur l'iode. Autrement dit, du coup, notre phosphore a littéralement donné 2 électrons à l'iode, donc le fait qu'on ait réussi à former 2 I-, vous pouvez voir ça comme une forme de redox, hein. On est passé bien, du coup, d'un II à 2 I-, grâce au phosphore, qui a du coup donné ces électrons gentiment. Ok. Bon, alors il y a une deuxième réaction comme ça qu'on va voir un petit peu dans le même milieu, enfin dans la même idée, et après je pense que j'arrêterai la vidéo et je ferai les autres réactions dans d'autres vidéos. Ça va être bien la réaction de Mitsunobu. Tac. Alors la réaction de Mitsunobu, ça va être encore une SN2, sauf que cette fois-ci on va faire un petit miracle, parce qu'on va utiliser non seulement un électrophile nul, mais également un nucléophile nul. Alors on va partir d'un alcool encore une fois. Je mets ce carbone là parce que du coup on va utiliser l'électrophilie de cet alcool, hein, vous vous en doutez. Et puis on va venir transformer ça avec un nucléophile vraiment nul. Alors en nucléophile vraiment nul, je vais mettre de l'acide acétique, enfin du coup ici un acétate. Évidemment l'acétate c'est un nucléophile pourri parce que du coup son doublé non liant il est pas hyper dispo parce qu'il est engagé par mésomérie avec dans le carboxyle. Et en même temps là on a un alcool donc évidemment un groupe partant pourri. En tout cas on a de la soude en fait en groupe partant donc vraiment un truc pourri. Alors comment est-ce qu'on va réaliser donc cette petite prouesse? Bon bah déjà c'est très clair, il faut qu'on mette l'acide acétique, on en aura besoin. Vous vous en doutez, on va mettre du Pfi3, puisque du coup on a besoin ici d'un phosphore. Et en même temps on va mettre du coup un composé qu'on appelle le DED. En fait c'est une approximation pour ce composé là. Voilà. Alors d'où ça sort, bon je sais pas, en tout cas on fait comme ça et ça marche bien. Alors encore une fois, on peut raisonner de plusieurs manières différentes. Je vais essayer donc encore une fois de vous avoir une petite ébauche du mécanisme. Ébauche, brouillon. Alors en termes d'ébauche mécanistique, ici bon, on peut encore une fois se dire que vers la fin, il va falloir qu'on ait notre acétate qui attaque sur notre alcool. Donc notre acétate, on va devoir se retrouver en dernière étape avec un truc comme ça. Notre alcool, on sait on veut qu'il soit extrêmement électrophile, donc en fait on va avoir, encore une fois, cette espèce-là. Ça va être notre dernière étape. Okay. Pour arriver là, bon bah déjà on voit que notre acétate il va devoir être
être des protones à un moment, on va voir quand est-ce que ça arrive. Et en parallèle, on va devoir essayer de former cette espèce-là. Alors évidemment, cette espèce-là, si on la forme, on peut se douter que juste avant, on va donc avoir, de la même manière que tout à l'heure, hein, encore une fois, si je fais une flèche de rétrosynthèse, on va encore une fois avoir de la même manière, du coup, notre alcoolate, enfin pas vraiment notre alcoolate, notre alconium, en tout cas notre O+, chargé avec cet hydrogène-là. Cet hydrogène-là qui va devoir être capté, alors ici on voit qu'on n'a pas mis de base dans le milieu, donc en fait on va voir qu'est-ce qui capte le H. En même temps, ça va être lié du coup à PFI3. Alors PFI3, est-ce qu'il va être lié à autre chose? En fait, a priori oui, parce qu'il n'y a pas de raison que... parce que si jamais là on a l'oxygène qu'attaque, l'oxygène de notre alcool qu'attaque sur le phosphore, ça veut dire qu'avant l'attaque on avait ça. C'est-à-dire qu'on avait un PFI3 de plus. Donc il va être lié à quelque chose en plus. On va voir ce que c'est plus tard. Donc ce truc. Je vais écrire truc. Ok. Et du coup, juste avant, on peut se douter qu'on va avoir... donc là, comme ça, on a bien un phosphore qui n'est pas chargé. Hein. Du coup, juste avant, on peut se douter qu'on va avoir notre alcool tranquille qui ne bouge pas. Plus, encore une fois, notre truc qui va être lié à notre PFI3. Cette fois-ci, PFI3+. Du coup, ce truc, ça doit être un truc qui est un peu électrophile. On va essayer de voir ce que c'est plus tard. Et en parallèle, on voit que du coup, on a le H de l'acide acétique qui doit être capté par quelque chose d'autre. On va voir un petit peu ce que ça donne. En tout cas, c'est globalement ce genre de choses qu'on va essayer d'obtenir. Alors du coup, on voit que ce truc, donc, ça va être probablement notre meilleur électrophile du milieu, puisque là, on a notre meilleur nucléophile du milieu. Et donc, ce meilleur électrophile du milieu, on va essayer de voir un petit peu ce que ça peut être. Alors vous vous en doutez, ça va pas être l'acide acétique, parce qu'on l'a déjà utilisé. Ça va pas être notre PFI3, parce qu'on cherche notre électrophile. Donc ça va être notre dead. Alors on va chercher un truc un peu électrophile dans le dead. Et en gros, alors évidemment, comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'est-ce qui est quoi du comment nucléophile? On regarde des formes mésomères. Et ici, en gros, je vous spoil un petit peu, mais les trucs qui vont être nucléophiles, ça va être les azotes. Alors évidemment, les carbones ici donc sont des carbones de carboxyle, donc sont électrophiles. Maintenant ici, on a quand même un carbone qui est lié et à un ester et à une amide. C'est pas non plus le carbone le plus électrophile du monde. Alors même si le doublé de l'amide va quand même se donner un peu moyen, en fait le doublé qui va surtout beaucoup se donner, c'est celui-là. Le doublé ici de la double liaison. On a un truc qui est quasiment blanc ici, enfin qui est même blanc sur toute la partie ici de la molécule. Parce qu'on a un système pi sigma pi sigma pi. Ok. Et du coup, en gros, cette délocalisation, elle va donner quoi? En fait, elle va donner un truc comme ça. N, N. Avec là, du coup, une charge positive et une lacune sur l'azote. Et du coup, l'existence de cette forme mésomère, en fait, elle va venir créer un azote ici particulièrement électrophile. D'ailleurs, du coup, on voit que ce truc, ça va être cet azote-là. Le truc, c'est l'azote. En même temps, on est content parce qu'un azote, c'est quand même un peu nucléophile. Du coup, ce truc va être un peu nucléophile. Et du coup, ce doublé-là, qui va à un moment être rabattu sur truc, va lui permettre de pouvoir capter en fait, le H qui est là. Donc en fait, on vient de trouver notre base in situ. C'est super. Ok, bon, maintenant, on va passer au mécanisme. Alors, on n'a plus qu'à remettre tout dans l'ordre. Donc déjà, on va faire attaquer notre PFI3 sur le dead, puisque notre PFI3 c'est notre nucléophile et notre dead c'est notre électrophile. Donc bon, je vais y aller un peu gaiement. Hein. Hop. Alors, j'avais hésité à tout redessiner, finalement je dessine tout. Hop, on va avoir évidemment notre addition nucléophile. Cette addition nucléophile elle va nous permettre d'obtenir notre P+. En même temps, on voit qu'on a besoin d'un truc négatif pour venir capter le H de notre acide acétique. C'est pas vrai, le voilà, donc il va pouvoir venir ici capter le H de notre acide acétique. Alors pourquoi est-ce qu'il capte celui de l'acide acétique et pas celui de l'alcool? Parce que l'acide acétique a simplement un pK qui est plus faible, pK autour de 4. L'alcool on est plutôt autour de 16, donc 4,5 à la limite. Pour l'acétique, je crois que c'est 4,8 exactement, mais on va pas chipoter. Donc ensuite, bon, alors je vais pas forcément prendre le temps de tout écrire parce que vous voyez que ça va être un peu long de tout écrire à chaque fois, mais on va donc avoir une acide base. Super. Avec l'acide acétique. Génial. Ok. Et donc on a l'acide acétique. Alors ensuite là maintenant, nous on sait qu'on va donc essayer de faire capter attaquer un oxygène sur ce phosphore. Du coup la question c'est est-ce qu'on fait attaquer l'oxygène de l'alcool ou attaquer l'oxygène de l'acide acétique, enfin du coup de l'acétate. Évidemment on a envie de faire attaquer l'oxygène de l'alcool avec les ébauches des mécanismes qu'on a pu voir précédemment. Comment est-ce que ça se justifie? Essentiellement c'était pas méga clair initialement puisque du coup dans les deux cas on a des oxygènes. Lui son avantage c'est qu'il est chargé, son inconvénient c'est que son doublé est bien impliqué dans de la mésomérie. Du coup le fait de savoir lequel était le plus nucléophile entre l'acétate et l'alcool c'était pas clair. En tout cas ici ça va être l'alcool.
Comment est-ce qu'on peut le deviner? Essentiellement parce que en fait, le produit n'est obtenable que si jamais c'est l'alcool qui réagit. Si vous vous amusez à faire réagir l'acétate ici, déjà votre alcool sert à rien parce que du coup vous avez votre dead qui a bougé. Et puis vous avez formé un PFI3 avec un acétate, donc ça vous sert à rien du tout, quoi. Donc ici on va faire attaquer l'alcool. Alors encore une fois, j'écris pas l'alcool et tout ça, je me permets d'aller un peu vite. Et toutes ces parties ça va vraiment plus à rien, donc je pense que je vais arrêter de l'écrire. PFI3, et du coup alcool. Ok, du coup à partir de là, nous on sait ce qu'on veut faire, on veut que ce doublé se rabatte sur le phosphore, donc on veut que ce doublé se rabatte là. Or du coup si ce doublé se rabatte sur le phosphore, ici on forme un N-, a priori. Sauf qu'en même temps, nous on aimerait bien que ce H là soit capté, et en fait du coup on a vu qu'il allait être capté par le truc, et que ce truc c'était l'azote, et qu'en fait du coup on a ce système là. Donc autrement dit, le doublé de l'azote, enfin en tout cas la liaison azote-phosphore va se briser pour venir récupérer un hydrogène, et maintenant du coup on va donc pouvoir amener à la formation. Alors, dernière fois que j'ai écrit ce composé de notre dead, qui du coup nous aura bien servi, encore bien réagi. Et en plus on va donc venir former le super composé, j'ai mis trop de P. P Phi3, Phi3P, double liaison, bam, j'ai mis un carbone de moins, R, hop, super. Donc là, comme ça, on vient de former notre alcool super électrophile. Et en même temps, on a toujours notre acétate dans le milieu. Donc maintenant, on n'a plus qu'à faire une SN2 entre ce truc-là et l'acétate. Je vais quand même l'écrire pour la beauté de la forme. Mais normalement, il n'y a plus qu'une difficulté ici. Plus qu'une petite SN2. Et donc, on vient de réussir de manière pas si évidente du tout à former, à réaliser du coup une SN2 sur un carbone qui n'était pas du tout électrophile, avec un nucléophile qui était très mauvais. Et évidemment, c'est ça. Donc on vient de faire une réaction Bunsen-Levy. Ok. On voit qu'encore une fois, le doublé de l'azote, qu'est-ce qui lui arrive? Il est donné, enfin le doublé du phosphore, qu'est-ce qui lui arrive? Il est donné à l'azote, c'est ce doublé-là. Et ensuite, il va être donné à l'azote de manière nucléophile, parce que du coup, à ce moment-là, l'azote récupère ce doublé pour venir capter le H. Donc on voit qu'on a la même mécanique que précédemment, à savoir un phosphore qui va venir s'amuser à donner un doublé en tant que nucléophile à un truc, et ensuite ce truc qui va venir s'accaparer le doublé de l'azote pour l'utiliser en tant que nucléophile ou en tant que base. Exactement comme tout à l'heure avec le I-. Ok, bon voilà, donc je pense que c'est bien pour démarrer une petite série sur le phosphore de se rendre compte de tout ça. Alors parmi les dernières réactions dont j'aimerais parler, on aurait la réaction de Wittig, dont je parlerai la prochaine fois, qui va être une réaction extrêmement importante. Vous voyez que j'ai ma petite feuille de brouillon qui est là, qui est une réaction extrêmement importante, la réaction de Wittig, puisqu'elle l'était au programme de prépa, qu'elle ne l'est plus, mais elle l'était. C'est vraiment un drame que ça y est plus, donc on va essayer de revoir ça un peu en détail. Et après, du coup, je vais essayer de reparler, une fois que j'aurai parlé de Wittig, de quelques réactions qui mettent en jeu, il y a encore une fois le phosphore. Je vais également parler de deux réactions qui mettent en jeu des triples liaisons carbone-carbone, enfin en tout cas qui conduisent à des triples liaisons carbone-carbone, donc Corey-Fuchs et Bastman-Oira. Et peut-être qu'en plus je parlerai de Staudinger, je sais pas trop quand en parler, mais j'en parlerai peut-être. Ok, super. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que ça aura été compréhensible et que désormais vous saurez comment faire réagir des choses quand vous aurez des phosphores dedans, ou que à minima, ça vous aura intéressé si jamais vous êtes en L3 ou N1, parce que c'est typiquement des choses qui peuvent tomber, qui peuvent vous intéresser. Bon voilà, en tout cas moi je vous souhaite une très bonne journée, et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur le phosphore.